hein. Alors, il y a deux idées toutes faites sur les mutilations sexuelles. Enfin, on a tendance à dire, oh, c'est loin, c'est dans d'autres pays, et puis c'est caché, c'est tabou, donc comment faire pour lutter contre? Et puis, la deuxième idée, c'est aussi qu'on pense tout de suite à l'Afrique. On dit les mutilations sexuelles, c'est en Afrique. Mais pas du tout. Nous, on a découvert, depuis qu'Excision Parlons-en existe, c'est-à-dire depuis 2013, nous sommes un réseau d'une vingtaine d'associations. Nous avons fait un site internet pour donner de l'information dessus et qui précise bien que l'excision existe dans le monde entier, dans certaines tribus d'Amazonie, au nord de l'Inde, en Asie centrale, en Indonésie, en Malaisie. Ça n'est pas du tout un phénomène uniquement africain. On sait aussi que ça existait en Égypte, il y a donc des millénaires, puisqu'on a retrouvé des momies qui avaient été excisées. C'est moins connu et qu'on aime bien rappeler aussi pour montrer que ça peut être aussi un phénomène tout à fait occidental, c'est que les médecins au 19e siècle en France et aux États-Unis jusque dans les années 50 ont continué médicalement à exciser des femmes pour soigner leur hystérie. Donc on peut dire que cette idée qui est quand même incroyablement bizarre de vouloir couper l'appareil génital des femmes est venue à l'idée de beaucoup de gens à beaucoup d'époques. Donc de quoi s'agit-il exactement de l'excision? Vous pouvez trouver toutes les informations sur les différents types d'excision sur le site d'Excision Parlons-en, mais il s'agit en fait de couper le clitoris et ou les lèvres, les petites lèvres ou même les grandes lèvres, soit des bébés, soit des filles jusqu'à l'adolescence. La plupart du temps dans des conditions d'hygiène déplorables, même si en certains endroits de la planète aujourd'hui, en Égypte, en Indonésie par exemple, des médecins peuvent le pratiquer. Ce qu'on peut deviner évidemment facilement, ce sont les répercussions physiques, les risques d'hémorragie, d'infection, les souffrances que ça provoque, mais aussi les dangers plus tard lors des accouchements. Mais ce dont on parle moins, ce sont les répercussions psychologiques sur ces femmes et ces filles, le traumatisme que ces violences peuvent laisser dans l'esprit de celles qui les ont subies. Et on parle aussi encore moins du problème du plaisir, qui donc disparaît la plupart du temps. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Selon l'UNICEF, il y a 200 millions de femmes dans le monde qui ont subi une excision. Et on peut ajouter, parce que les gens aiment bien les chiffres, c'est vrai, qu'une fillette l'a subie toutes les 4 minutes à travers le monde. Alors même si, selon l'ONU, on constate un certain recul quand même, puisque la proportion de jeunes filles entre 15 et 19 ans qui ont été victimes de mutilations est passée de 47% à 34%, mais ces pratiques sont encore courantes dans plus d'une trentaine de pays. Alors en France, comme dans d'autres pays, la prise en charge des femmes excisées s'est organisée peu à peu avec la réparation, la reconstruction du clitoris qu'on peut leur proposer dans différents lieux, comme dans d'autres pays, bien sûr, en Afrique ou ailleurs, en Europe, à la suite des recherches du docteur Foldes, mais sans oublier, bien sûr, la prise en compte globale des violences qu'elles ont subies dans leur vie et qu'elles peuvent avoir traversées, et on en a parlé tout à l'heure. Alors, comment les auteurs de ces violences, plutôt les autrices, devrais-je dire, puisque ce sont hélas les femmes qui la perpétuent, les explique-t-elle, ces excisions? D'abord par la religion, sans savoir la vraie vérité, parce qu'aucun texte, ni dans le Coran, ni ailleurs, ni aucune religion ne préconise d'exciser les femmes. Alors aussi par la tradition, ça c'est toujours fait, il faut que je le fasse à ma fille, c'est normal, c'est notre coutume. Mais je dirais plus que ce serait par une sorte de peur du qu'en dira-t-on. Et le qu'en dira-t-on, nos aïeules, elles en avaient peur aussi, hein, nos mères, nos grands-mères, il ne fallait pas faire certaines choses. Donc ne jugeons pas, le qu'en dira-t-on a toujours pesé énormément sur les épaules des femmes. Et puis autre raison qui sont avancées, c'est la peur que les filles ne trouvent pas de mari. Si elles ne sont pas excisées, elles ne trouveront pas de mari. Et il nous semble que on atteint là la vraie raison de l'excision, supprimer le plaisir des femmes. Car si elles n'en éprouvent pas, elles seront sans doute fidèles, elles n'iront pas voir ailleurs. Et il s'agit donc bien là d'un outil de contrôle du corps des femmes. Et c'est à nos yeux de féministes, si on réfléchit bien, la vraie raison du phénomène. Alors aujourd'hui, l'excision, c'est un problème universel, on l'a vu, mais c'est aussi un problème des pays occidentaux, de l'Europe, de la France.
Dans les populations d'origine immigrée, elle existe encore, bien que la loi l'interdise, et c'est pour ça qu'Excision Pardonnons-en, nous nous sommes créés, donc en 2013, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un problème lointain, ni qu'il avait été réglé comme on le pensait avec les lois des années 90 qui condamnaient fermement l'excision et les exciseuses et même les parents, mais bien que c'était un problème qui nous concerne. Alors bien sûr, il nous concerne en tant que violation du droit humain fondamental des filles et des femmes à l'intégrité de leur corps, à la santé, à leur bien-être et à leur autonomie, comme le disent les textes internationaux, mais il nous concerne aussi tout simplement en tant qu'humains et humaines, solidaires, les hommes comme les femmes. C'est d'ailleurs un homme qui a créé Excision Parlons-en, après avoir été en tant que journaliste vivre en Égypte, où je le rappelle à l'époque, ou même il y a encore quelques années, il y avait presque 90% des femmes qui étaient excisées. Donc, Excision Parlons-en, nous avons essayé donc de braquer le projecteur de nouveau sur le problème. On a fait du plaidoyer auprès des autorités, on a organisé des événements publics, des colloques, des manifestations, des campagnes d'affichage. Et puis, nous avons conçu une campagne de prévention pendant 3 ans qui s'appelle Alerte Excision et qui est à destination des jeunes filles, lancée chaque année avant les vacances d'été, pour éviter que ces jeunes filles ne risquent d'être envoyées dans les pays d'origine de leur famille et soient excisées, même si les parents ne sont pas d'accord, par la grand-mère, la tante, qui croit bien faire en disant il faut absolument qu'elles soient excisées. Et puis nous avons aussi travaillé au niveau européen avec un réseau qui s'appelle End FGM à Bruxelles et qui regroupe plus d'une dizaine de pays où la situation de l'excision existe. Et nous avons, entre autres, conçu une plateforme de formation en ligne pour tous les professionnels qui sont confrontés aux problèmes. Et puis, nous avons aussi travaillé à ce que les femmes obtiennent l'asile en France pour éviter l'excision à leurs filles, car la France est le premier pays d'accueil pour ces femmes pour ces raisons. Et les mutilations génitales ouvrent maintenant le droit à l'asile en France, en ce qu'elles constituent, comme le dit le texte juridique, une persécution sur un individu dans un contexte où l'excision est considérée comme une norme sociale. Aujourd'hui, on sait que plus de 5000 fillettes sont placées sous la protection de l'OFPRA à ce titre. Le temps passe, donc je vais bientôt m'arrêter, mais pour finir, je dirais que comme pour les violences domestiques, pour toutes les violences qui concernent les femmes, mais spécifiquement ces violences qui ont lieu dans la sphère privée, il me semble que tout est là dans le besoin de faire comprendre, faire connaître, mieux faire comprendre le problème des mutilations sexuelles, les traditions, pourquoi ça existe, pourquoi ça persiste, pourquoi les gens le font, quelles sont les répercussions sur la santé psychologique, tout simplement pour aider les femmes qui ont vécu ça et pour savoir quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, les infirmières scolaires, les policiers, tout le monde, mais qui ne connaissent pas assez et qui n'osent pas s'en occuper, justement. Et pour parler un petit peu de la pandémie, il a été analysé par les Nations Unies, par des associations sur place, en Afrique, en France, que c'était un peu une catastrophe. En même temps, les filles n'ont pas pu partir au pays d'origine l'été, donc ça, c'était plutôt un bien. Mais quand les filles sont confinées chez elles, dans le silence et le secret de la maison, évidemment, on peut leur faire tout ce qu'on veut leur faire. Enfin, j'aimerais terminer par cette phrase que j'ai entendue une fois et qui m'a vraiment beaucoup marquée. Si c'était des petites filles blanches, occidentales, qui subissaient ainsi des mutilations sexuelles, il y a sans doute bien longtemps qu'on aurait agi pour que ça cesse. Voilà.